et on part dans la vallée du Suran faire le bilan de 10 ans d'investissement et d'accompagnement des acteurs locaux. Avec vous, donc, Vincent Dams, vous représentez Jura Nature Environnement. Caroline Le Goff fait duo avec vous. On a la soprane et le ténor. Donc l'idée là, c'est de vous faire un retour d'expérience. Ça fait 10 ans, un peu plus maintenant, qu'on s'investit sur ce bassin versant là. Et le but, c'est de vous trouver des exemples où un travail collaboratif OFB-JNE ou JNE-OFB a fonctionné et vous montrer comment ça s'est passé. Puis j'espère que ça vous donnera des réponses, des retours d'expérience et puis des questions. Sachant que c'est un cas particulier, le Suran, vous le verrez. Je vois de plus en plus en fait. Ouais. Donc je vais me planter moi aussi, c'est ça? Donc le Suran, c'est une rivière de petite montagne jurassienne, un affluent de l'Ain, qui a été très tôt colonisé par le castor, vu que sur le bassin versant du Rhône, affluent de l'Ain, donc grosso modo 96-98. Premiers indices, et c'est la première rivière du massif du Jura et du département du Jura à avoir été colonisée avec une population pérenne. Grosso modo, gros enjeu agricole, grosse prégnance de ce vallon par l'agriculture, notamment la filière comté, avec des travaux avant que le syndicat de rivière actuel s'appelle syndicat de l'Ain et de ces rivières et affluents. Ça s'appelait le syndicat d'assainissement dans les années 60. Et grosso modo, cette rivière en méandre très prononcé a perdu un tiers de son linéaire. Ce qui fait qu'on a un état sanitaire, qualitatif de la rivière qui est quand même dans un état certain, pour ne pas dire un certain état. Donc le castor, en revenant dans cette rivière-là, a rencontré ça. Donc on voit quelques petits saules à droite, là, là on voit vers l'amont, donc c'est la rive gauche. Mais sinon on voit une incision du lit, une absence de ripisylve ou alors des dégradations, des écroulements. Et vous le voyez, des clôtures électriques. C'est pour ça que je te posais la question, Alexis, sur l'histoire des gîtes. Vous allez le voir, nous, c'est une des grosses problématiques. C'est que quasiment il n'y a pas d'arbres, ou quand les arbres y sont, ils sont entretenus. Et donc la clôture électrique pour maintenir le bétail est mise au plus près. Voilà. Et donc voilà, le Suran dans sa présentation très rapide. Je vais te laisser parler, Caroline, pour parler un peu comment maintenant on intègre le castor dans ce contexte-là, en passant par l'aspect réglementaire qui est le premier. Oui, déjà, je voulais excuser le service départemental de Jura que je représente aujourd'hui. Donc, je vais plus faire une diapo introductive de l'investissement et l'accompagnement, on va dire, de l'OFB auprès de Jura Nature Environnement pour poser le contexte. Et après, je laisserai finalement Vincent dérouler sur les cas pratiques parce que pour le coup, je n'ai pas accompagné directement les cas pratiques, mais je pourrais intervenir si besoin, en ayant fait le point un peu avec le correspondant. Déjà, donc, au niveau de l'accompagnement, l'OFB, là on est sur une vallée où le castor arrive vraiment en tête de bassin versant. Il est présent quasiment partout en fait sur le Suran. Donc on n'est plus sur un besoin de suivi de l'espèce et de connaissance de l'aire de présence que de veiller à la protection et à éviter une altération des habitats du castor et vraiment travailler sur l'acceptation locale. Donc au niveau de l'OFB, on intervient beaucoup aux côtés de Jura Nature Environnement sur les aspects réglementaires, faire du rappel réglementaire pour justement venir en amont des conflits en fait. Déjà faire un rappel réglementaire pour essayer derrière qu'il y ait une concertation, une médiation pour une acceptation locale. Et quand ce n'est pas le cas, quand le rappel réglementaire, l'information n'est pas suffisante, on intervient aussi pour caractériser les infractions. L'objectif derrière, c'est d'aboutir malgré tout à une concertation. C'est pas juste être dans la répression, c'est que la répression localement, comme dans le Jura sur le Suran, peut être un moyen d'aboutir à des solutions de cohabitation. Donc ça a été dit rapidement dans la présentation du PRA Grand Est. C'était juste pour rappeler qu'il y a quand même un arrêté ministériel qui fixe la réglementation et qui rappelle bien qu'il est interdit de porter atteinte directement aux espèces, mais il y a quand même une interdiction d'atteinte à l'habitat de repos et de reproduction
avec la précision que l'atteinte doit remettre en cause, enfin il y a interdiction quand l'atteinte remet en cause le bon accomplissement des cycles biologiques. Donc là, il y a le code de l'environnement qui réprime le délit d'atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats. Et derrière les habitats, c'est vraiment les habitats, barrages de castors et gîtes. Donc pour l'OFB va, quand il y a une infraction qui est caractérisée, quand il y a une infraction qui est constatée, il y a une recherche de caractérisation de l'infraction, donc de rechercher aussi les mises en cause, quels sont les responsables. Et s'il y a une volonté en fait de porter atteinte aussi, donc c'est important le porter à connaissance, le rappel de la réglementation, de l'information des riverains. Alors après sur ces aspects réglementaires, ça je faisais un petit point parce que finalement dans tous les cas que va présenter Vincent, il y a quand même régulièrement des cas où on parle justement des suites réglementaires qui ont été mises en place, et au niveau du Jura, au niveau des parquets, il y a quand même une volonté de ne pas seulement qu'il y ait uniquement une poursuite, mais qu'il y ait des solutions qu'on appelle des alternatives aux poursuites. C'est qu'il n'y ait pas simplement une amende, mais qu'il y ait un accompagnement pour une remise en état quand c'est possible, mais quand c'est une destruction de barrage, il n'y a pas forcément possibilité de remise en état, mais qu'il y ait un accompagnement. On parlait un peu de compensation là tout à l'heure. Quand on en est là, c'est comment peut-être travailler sur l'amélioration de l'habitat pour vraiment l'objectif, comme je disais, c'est pas d'être seulement dans la répression, c'est d'aboutir après derrière à de la médiation, même si on doit en venir parfois à de la répression. Et dans ce cas-là, c'est vrai qu'il y a la complémentarité où JNE vient sur cette partie médiation-cohabitation. Voilà un peu pour le contexte. Donc oui, par rapport à ces barrages, c'était dit par l'Adréal tout à l'heure, tous les barrages, à mon sens, j'ai assez titillé Caroline pour savoir, sur le Suran, il y a beaucoup de barrages. Notamment, des fois, il y a des secteurs où il y a 5, 6, 7, 10 barrages pour une même famille, lesquels sont des habitats protégés, lesquels ne le sont pas. Un habitat qui élève la lame d'eau et qui fait que l'entrée du terrier, enfin d'un des terriers, voilà, est exondé, donc est dans l'eau. C'est un habitat protégé, mais un petit barrage annexe qui permet juste au castor de pouvoir agrandir son domaine vital pour aller grignoter 3 saules. Voilà, c'est pas forcément un habitat d'espèces protégées parce que c'est juste pour aller augmenter son territoire d'alimentation. Donc ça peut avoir un intérêt pour permettre entre guillemets un barrage. Voilà, c'est la définition et je me sers de ça. Ça permet peut-être de pouvoir entre guillemets permettre un barrage d'être détruit, sachant que sans le savoir, il y en a peut-être 50 qui sont défoncés tous les ans par les agriculteurs. Donc d'acheter une certaine paix sociale, de permettre ce barrage-là pour préserver les essentiels. On va commencer par un sujet très simple. C'est un barrage installé ici, donc en vert de crue, à l'aplomb d'un bassin de lagunage d'un petit village, avec la sortie d'eau traitée ici et un muret plus ou moins cimenté qui était évidemment en train d'être défoncé par ce barrage-là. Le gîte, à l'époque, c'était en 2013, était ici. Voilà. La finalité, la question, c'est la collectivité demandait d'arraser le barrage parce que ça impactait l'ouvrage. J'ai pas fait partie de la concertation, la réunion finale avec la collectivité, c'est l'OFB, à l'époque l'ONCFS qui animait, mais en discutant avec donc Cyril Meunier à l'époque, de l'ONCFS, je dis ça serait intéressant, il y a 3 bassins, alors ce qui est juste c'est que le premier bassin qui reçoit l'eau brute, usée, c'est le premier, et après, donc le bassin qui a l'eau la plus traitée, c'est celui du fond. Plutôt que et donc il y avait une buse enterrée qui relâchait l'eau, on a proposé à ce que plus ou moins le rejet se fasse à ciel ouvert, de manière détournée, pour que déjà l'infiltration dans le sol permette à l'eau d'être traitée en plus, donc un traitement tertiaire en sortie de bassin de lagunage, et de permettre le barrage de se maintenir. Ce qui fait que quelques années plus tard, cette même berge qui était même tondue quasiment jusqu'à l'eau, on a demandé à la collectivité de plus entretenir. On a même planté quelques petites boutures, laissé le milieu, le barrage est en place, même s'il n'a pas été réutilisé par l'espèce depuis. Et là, on a cet été, voilà, en fin d'été, un barrage qui est encore ici avec une accumulation de sédiments, des petits rapides, des petites calitries, des herbiers, du petit gravier et une végétation spontanée qui se met sur un secteur où, vous avez vu, il n'y a pas beaucoup d'arbres, donc le castor a quasiment tout mangé et le reste c'est de la pâture sans arbres. Donc là c'est une première victoire qui nous a permis de nous implanter sur un territoire, cette plaine de Veria, le bassin de lagunage est juste en amont là, dans ce secteur-là, où on est sur un territoire où le castor, depuis 2010, a installé un barrage quasiment le plus gros du Jura, quasiment 8 mètres de long, 1 mètre 20, 1 mètre 50 de hauteur, à la confluence de 2 petits ruisseaux qui étaient complètement rectifiés
et qui, par ce premier implantation, a permis à l'espèce de s'implanter, puis de reconstituer le petit ruisseau avec une qualité d'eau très douteuse, une quantité d'eau aussi très aléatoire, en une succession entre guillemets de baignoires qui lui permet de se maintenir. Donc les impacts à l'agriculture sont quand même impactants, surtout que les agriculteurs se retrouvent du jour au lendemain avec un terriut comme ça. Donc avec une grosse difficulté, c'est voilà, des impacts d'inondation et en plus des secteurs où aller le mettre en défense. Donc évidemment tous ces barrages-là ont fini par être, tous ces gîtes ont fini par être peu ou prou broyés par les agriculteurs. Donc les castors ont déserté ces espaces-là. Mais on a retrouvé dans les derniers fourrés qui subsistaient, parce que présence de murets, etc., les gîtes étaient réfugiés dans les dernières zones de végétation arborée. Et donc on a pu indiquer aux agriculteurs, les secteurs où il ne fallait plus entretenir pour au moins préserver les habitats. Comment on arrivait à cet état de fait? Un bien pour un mal. Un jour, l'agriculteur a rasé une haie, a remblayé une partie du lit avec la terre, la souche, les buissons, et a rasé un barrage qui était attenant. Là encore, ce que disait Caroline, qui se prenne une amende, il n'y avait aucun intérêt. Ça nous a obligés d'avoir, donc c'est pas une composition pénale, on va dire une alternative aux poursuites, on va dire comme ça, voilà, qui nous a forcé en fait à rencontrer l'agriculteur. J'aurais toqué à sa porte et je ne m'aurais jamais répondu, mais là en fait il était obligé de m'écouter parce que le parquet avait demandé à JNE, via l'ONCFS, d'intervenir. Donc on a pu l'aider à reconstruire ce qu'on lui demandait, c'est-à-dire refaire un barrage. En fait, on lui a juste dit, en fait, les castors vont revenir, et quand ils reviendront, ils vont refaire des barrages, et là, on va t'expliquer comment conserver le milieu de vie du castor. La finalité, c'est que maintenant, l'agriculteur n'ose plus toucher à ses berges. Donc, c'est bien, ça permet aux castors de pouvoir se maintenir. Par contre, on a de grosses difficultés, c'est comment maintenant regagner de la ripisylvicie. C'est cuit, parce que même les vaches viennent brouter, etc. Donc, on maintient le castor dans un secteur où il n'y a quasiment pas d'arbres, où il mange à peu près n'importe quoi. Et il se maintient depuis 10 ans comme ça. Et, par contre, l'évolution, on en parlera là demain, c'est un site qu'on a suivi pour l'impact du castor sur la biodiversité. Ces barrages que vous avez vus sur la diapo précédente, depuis 10 ans, a créé des milieux très intéressants. Et le castor a grosso modo généré les zones humides qui a permis au soleil de s'implanter, et il s'en sert maintenant pour se nourrir, quoi. Sauf que quand il a épuisé toutes ses ressources, certains de ces castors-là sont remontés encore plus en amont, et on construit un barrage sur un petit cours d'eau, la tête de bassin du ruisseau qui passait devant le bassin de lagunage, avec une conséquence directe, c'est que le barrage que vous avez ici, en fait, là il est pris en rive droite, et là maintenant je suis en rive gauche, la photo était prise là. J'ai passé le barrage et en fait l'eau a commencé à déborder sur le côté, et en fait le castor s'est amusé, dès que l'eau débordait, à refaire un barrage, et puis encore pour atteindre l'affleurement rocheux de la falaise, donc grosso modo 40 mètres de barrage, qui a fait deux impacts. Ce qui est intéressant, c'est que là, ce cours d'eau-là était un biais rectifié. Le cours d'eau a remis en fait l'eau dans son lit originel. On a revu le ruisseau reméandré dans une plantation résineuse qui a été inondée. Donc déjà la station était peu optimale pour une plantation de résineuse, donc elles étaient mal portantes. Alors l'idée de se faire en plus inonder régulièrement, plus toute la terre arabe décapée dès qu'il y avait des cours d'eau, du courant, une parcelle privée, donc l'agriculteur, le propriétaire qui est aussi agriculteur, s'est plaint. L'OFB est arrivé parce qu'on a aussi régulièrement des cas de destruction de barrages, etc. Il y a une entente très difficile. Grosso modo, nous, on ne peut pas rencontrer le bonhomme, sinon je me fais insulter. Puis j'aime bien me faire insulter, mais sauf que je ne peux pas aller plus loin que l'insulte. Donc l'OFB a quand même montré un peu les dents sur le fait qu'il fallait quand même qu'il préserve le barrage qui abrite, qui permet à un gîte d'être préservé, notamment à l'entrée. Et surtout, il y a eu une demande de dédommagement sur l'impact sylvicole de la production. La DDT est intervenue et a montré qu'en fait, au vu de sa plantation pas du tout optimale pour l'épicéade, il ne poussait pas, et en fait, le dédommagement était proche de zéro. Voilà. Ce qui me fait un autre écho, c'est voilà ce site. Donc là, la ferme, le barrage, et donc là, on a une photo de 2000-2005, et là, c'est 2020. Le barrage est ici. On voit la plantation de résineuse, et on voit en fait tous les arbres morts qui, au fur et à mesure, sont morts du fait que l'eau maintenant retourne dans son lieu originel. Et on voit aussi une pâture qui était une prairie de fauche, pardon, la zone humide qui peu à peu prend le dessus. Donc en plus d'aller voir le propriétaire de cette parcelle, le prochain enjeu, on va voir plus tard, c'est d'aller
voir l'exploitant qui vient d'être identifié et qui a fait une boulette en broyant un gîte, le gîte, mais on n'a pas eu le temps de le rencontrer avant, pour l'accompagner pour la préservation de ce secteur-là. Pour l'exploitation forestière, voilà un autre exemple de ces petits ruisseaux qui sont colonisés par le castor, qui imposent l'implantation de barrages du fait de leur petit calibrage et très, très droit, qui permet au castor de, je vous dis, manger n'importe quoi, notamment là, une plantation communale d'épicéas que le castor est allé grignoter quasiment jusqu'à 40 mètres en haut. Donc tu vois ça, tu prends un peu peur quand tu veux faire un peu de médiation. Tu contactes l'ONF qui en rigole et qui dit franchement là impact négligeable. Donc là encore pour dire que là j'étais le premier à m'affoler, l'ONF m'a dit non mais c'est pas grave, enfin voilà il y a plein d'hectares et puis de toute façon il aurait fallu dépresser, ça n'a jamais été fait, enfin donc enjeu négligeable. Ce qui est intéressant quand après un propriétaire privé va dire ah non moi c'est inadmissible les dégâts qu'il y a eu. Si une commune forestière qui voilà, a besoin de sous et l'ONF nous dit que c'est pas un impact important, voilà c'est quand même à prendre en note. On revient sur non plus sur des petits affluents, mais sur le suran même, avec toujours donc, cette absence de ripisylve, ou alors les arbres qui poussent quasiment à l'aplomb du cours d'eau, tellement le broyage est fait pour la pose de clôture électrique. Avec pareil, un agriculteur qu'on a accompagné à partir d'un moment, mais on savait pertinemment que les gîtes précédents, donc on est sur ce secteur-là du suran, tous les gîtes qui étaient identifiés en 2010 ont peu à peu été broyés, parce qu'on n'y est pas arrivé à temps, il n'y a pas eu l'élément moral, il n'a pas été informé. Il joue aussi un peu au con, parce qu'il savait pertinemment que c'était des gîtes à castor, mais pas pris devant le fait accompli. Donc le premier engagement, c'est on a retrouvé, il restait encore un dernier petit fourré avec un gîte ici annexe, et donc on lui a dit, bah voilà, pour maintenant tu n'entretiens plus aussi drastiquement ce que tu le faisais, à la condition qu'on t'aide à neutraliser tous ces trous, car il y en avait une dizaine, qui pouvaient être présentés comme un danger pour ces bêtes, et il a même fini avec son tracteur quand même au milieu du suran, à avoir basculé avec le poids tellement il allait proche et que la berge s'effondrait quoi. Et ce qui nous a permis aussi de pouvoir, sur une parcelle communale attenante, réimplanter aussi de la végétation arborée pour le castor et pour l'écosystème en plus global, des arbres végétales locales, pour ceux qui connaissent, pour pas planter des trucs qui ont parlé de brassage génétique tout à l'heure. Ça a du sens aussi de planter des arbustes qui ont du bagage génétique biogéographiquement adapté. Ce même agriculteur, on le retrouve pour un autre cas de figure. Là, on n'est plus sur le suran, on est toujours sur un affluent. Le castor qui commence à faire, comme souvent, un gros barrage sur le cours principal à la confluence avec un tout petit rue. Et là, le castor est allé coloniser le petit rue. Donc le gros barrage est ici, le cours principal là, le Noël temps. Il allait coloniser la fontaine noire. Donc en abattant des arbres, donc déjà premier impact pour l'agriculteur. Et surtout, il y avait des gîtes présents en amont, donc quasiment une belle hutte de berge. Voilà, avec donc la visite de l'OFB, du syndicat de rivière, on est en site Natura 2000, une stagiaire de JNE, pour mentionner au GAEC et à l'agriculteur que la présence de gîtes faisait que maintenant il fallait qu'il fasse attention. On l'identifie comme un site pour évaluer l'impact du castor sur la biodiversité, parce que écosystème forestier en amont, extraordinaire. Oui, sauf qu'un an plus tard, le gîte est broyé. Donc audition, et en fait on voit à la visite de confrontation sur site, une autre personne arrivée, et en fait ce gars-là avait un collègue dans le GAEC, et en fait on s'est rendu compte que ça fait 10 ans que j'avais bossé avec lui à lui expliquer où était le castor, où étaient les barrages, et qu'en 10 ans il n'avait jamais mentionné à son collègue qui lui s'occupait de l'entretien des parcelles, qu'il n'avait jamais diffusé la moindre info à son collègue. Donc je me suis envoyé comme du poisson pourri. Heureusement l'OFB est un peu là aussi pour en uniforme dire ceci est un être humain, donc n'en faites pas, surtout qu'il était bien plus costaud que moi. Mais ça permet quand même de créer l'échange. Et donc malheureusement, mais un bien pour un mal là encore, même si l'échange est... Maintenant j'ai franchement perdu un peu confiance en ces personnes-là, il va falloir un peu de temps pour que je me remette dans la confidence avec eux. Mais on a réussi à décider ensemble de remettre en esclos. Donc voilà le gîte ici, voilà un an après ce qu'il en reste. Donc c'est de mettre en esclos, comme ça les vaches n'ont plus accès, le tracteur n'y a plus accès, le Manitou non plus, et le milieu va retourner à l'état sauvage, alors qu'avant les vaches y pâturaient, il y avait un petit pâturage extensif. Et là, on va le voir si le castor qui a disparu va bien revenir un jour. Quel impact il va avoir sur ce milieu-là de paysage de prébois qui va, j'espère, entretenir en jardinier pour pouvoir conserver des petites clairières à castor qui maintenaient une biodiversité quand même qui n'était pas négligeable dans un secteur où les prairies sont quand même assez souvent fauchées ou pâturées, donc peu de jeunes friches. Voilà. Donc encore un exemple. Et puis ma grosse problématique, c'est pour ça que je te posais la question Alexis, c'est qu'en l'absence de ripisylve, on a de nombreux gîtes qui sont présents en bord de cours d'eau et sans la protection de la ripisylve. Donc pour un agriculteur, c'est pas
c'est un embâcle, c'est pas un tas de bois. Et la difficulté qu'on a, vu que le castor change beaucoup d'endroits, parce que peu de nourriture, il en fait souvent, c'est un peu la course à l'échalote d'identifier tous les gîtes actifs pour leur dire celui-là tu le touches pas. Et donc vu que j'avais des difficultés, et puis là aussi avec l'OFB, le fait de trouver le propriétaire, ça prend du temps d'aller le voir, bah, j'ai pris les devants à mettre des petits panonceaux, voilà, pour impliquer. Donc j'en ai posé 6 pour 6 gîtes principaux, j'ai eu aucun échange pour l'instant. Et la difficulté que j'ai aussi, c'est que ce gîte-là va être actif pendant peut-être 2 ans, puis il va être déserté, un autre gîte va être fait. Et ce qui va m'importer, moi, c'est qu'en fait, il faudrait quasiment une bande, c'est ce que tu disais Christophe, une bande de 5-6 mètres où le castor pourrait implanter ses gîtes tout le long voilà, pour permettre d'être pérenne sur le secteur et de ne pas avoir à courir après chaque agriculteur ou exploitant pour entretenir sa ripisylve. En l'occurrence, et je finis par celle-là, la difficulté que j'ai, c'est le prochain dossier qu'on a avec l'OFB. Là, j'ai rencontré le propriétaire quand on allait poser le panneau. Pour lui dire, voilà, j'étais à 50 mètres du gîte, bah, le gîte est ici, vous voulez le voir? Il m'a dit non. Il fait, mais non, c'est pas moi qui exploite et tout. Bah oui, sauf que le gîte a été broyé. Donc, chiant. Et là, la difficulté qu'on a, c'est que la ripisylve, c'est un fourri, il fait 1 mètre. Il y a un barbelé. Et malheureusement, vu que la ripisylve n'est pas assez épaisse, le gîte s'est fait en retrait côté pâture. Et donc là, la problématique du suran, c'est ça. Si on veut préserver de manière durable la population de castors, c'est la prise en compte des gîtes par les agriculteurs dans l'entretien des fonds de parcelles qui est primordial. Et j'ai pas encore la solution. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Oui, Monsieur Quesada. Oui, je pense que la solution, là, c'est pas d'avoir l'approche par le castor, mais par l'habitat, par la ripisylve. Et donc, il faut pouvoir travailler sur la reconstruction de la ripisylve partout avec les collectivités, le syndicat de rivière et tout ça. Et le castor, c'est la cerise sur le gâteau, mais il faut d'abord refaire le gâteau, quoi. Là, on a vraiment une réelle difficulté à faire accepter ça. Je voudrais bien que Pierre, tu répondes à... Tu peux répondre? Ouais. Il habite le Suran. Oui, simplement, je pense qu'il faut toujours il faut toujours discuter avec les gens. Vous ne pouvez pas faire autrement. Il ne faut quand même pas oublier le droit rural, quand même. Le droit rural, il dit que le propriétaire, il est propriétaire jusqu'au milieu du cours d'eau. Donc, vous avez beau avoir la loi derrière vous et tout, si vous ne discutez pas avec le propriétaire, c'est très difficile. Donc, mais apparemment, discuter avec le propriétaire, c'est difficile aussi. Même pour les plantations et autres, il faut quand même avoir l'accord non seulement de l'exploitant, mais du propriétaire. Donc c'est toute une négociation qui est à faire et qui est à faire tout le temps. Et tant que vous n'avez pas l'accord, vous ne pouvez pas faire quelque chose de constructif. Et même si il est d'accord, le recul, donc après c'est-à-dire que la pose de barbelés, c'est à la charge, après on peut trouver, sauf qu'on est dans des secteurs où les crues sont très subites, charrient beaucoup de bois, donc les clôtures sont à entretenir, donc c'est pas difficile. Oui. Non, pas sans micro, parce que sinon ça va au décryptage. Ça ne marchera pas. C'était que là, en fait, c'est une formule, on l'a connue dans la protection de la nature pour plein d'autres choses, c'est tu joues le pompier. Tu cours d'incendie en incendie. Là, l'idée, c'est de faire de la prévention. C'est-à-dire qu'il faut un grand message sur la ripisylve tout le long du cours d'eau, avec bien sûr l'accord des propriétaires, mais c'est à une autre échelle, et le castor viendra s'implanter là où il y aura de la ripisylve en priorité après. Donc, c'est-à-dire qu'il faut raisonner à l'envers, en fait, de ce qui est fait, qu'on a tendance à faire dans les associations de protection de la nature, c'est de jouer les pompiers. Donc c'était Raphaël Quesada. Jean-Pierre Chauzy. D'abord, il y a une chose que je n'ai pas bien compris dans cette histoire de gîte principal. C'est peut-être parce que nous, on a de très grosses variations de niveau. Au fil de l'année, le gîte principal, il change selon le niveau de l'eau. Alors on va dire, bon, on l'abandonne, mais il va s'en servir dans 3 mois. C'est quelque chose que je ne comprends pas. D'ailleurs, des fois, j'ai vu des déménagements avec Transport Jeune. Bon, maintenant, par rapport aux protections, qui sont dans le même sens, il faut avoir un outil juridique. Je me rappelle de quelqu'un qui était un peu important dans une DDA, il m'avait dit, il ne faut pas croire ce qu'on vous dit, c'est pas possible. Si on cherche, on trouve toujours le moyen sur le plan des textes, il y a toujours le texte qu'il faut. Et ben, je me rappelle que sur le Roubion, c'est le cours d'eau qui se jette vers Montélimar, c'était pour un autre problème, sans les castors. Quelqu'un de la DDA m'avait dit, il y a plus de 20 ans, on en avait marre parce que tout le long de ce Roubion, voilà ce qu'ils font. Ils défrichent un bout de ripisylve pour agrandir leur champ. Après, il y a une crue comme c'est torrentiel, ça fout en l'air un bout de rive. Et aux frais de la collectivité, ils se font pied des enrochements. Puis il a trouvé le biais juridique. À partir d'une certaine taille de boisement, il faut un plan de gestion simple. Et bien, il a dit, la ripisylve, sur 40 km de la source au confluent avec le Rhône, c'est le même boisement. Parce qu'au point, il disait, c'est trop petit pour demander un plan de gestion. Et bien là, tu trouves la ruse juridique, tu dis non, c'est tout le même boisement. Qu'il ait des propriétaires différents, c'est un autre problème.
Et là, eux, c'était pour des problèmes que de protection contre l'érosion, mais ça vaudrait pour le castor. Et bien là, ils les ont eu. Hein. Après, il faut arriver à convaincre le tribunal administratif si jamais ça. C'est pas gagné. Ça. Ouais, Christophe juste Angst. pour un élément de réponse par rapport à ces boisements, c'est que là on voit s'il n'y a pas beaucoup d'arbres, donc il n'y a pas de ripicide, c'est parce que les agriculteurs ont cette méthode de travailler à la clôture électrique. Là, si je ne veux pas jouer le pompier, ça veut dire qu'il faut que je révolutionne un peu leur manière de faire. C'est-à-dire que la clôture électrique, ils la mettent à 3-4 mètres et ils laissent la zone partir en ronces, etc. Parce que même la plantation, le castor manque tellement à manger. La preuve, on a fait des plantations, mais je vous jure, les centaines de pieds, le castor nous becte tout. Et voilà. Et donc c'est mettre en défend avec les crues, les embâcles. Et en fait, j'ai l'impression que c'est assez compliqué parce que ça marche pas. Mais il fait pas d'effort non plus, le castor. Hein. Le problème, c'est vraiment si le contexte n'est pas clair, on joue toujours du pompier, c'est clair. Et on a les mêmes problèmes, même si on a des zones tampons officiellement, donc garanties pour le cours d'eau, on a les mêmes problèmes. Mais un argument parce que je voyais les cours d'eau là, ils bouffent pas mal de terre des deux côtés. Une ripisylve en saule avec des racines profondes, ça stabilise aussi. Donc ça pourrait être un argument pour les paysans pour que les terres ne sont pas bouffées encore plus. Si le castor, il ne mange pas. Et c'est ce qui nous même s'il mange, il faut planter assez. Mais de nouveau, si ce n'est pas dans un contexte global, c'est difficile à implémenter, c'est clair. Merci. Alors là-bas, ça sera... Oui, on a un petit peu de temps. Alain Desbrosses. Un modus vivendi possible avec la profession agricole, c'est de leur vendre, entre guillemets, la production de bois déchiqueté. Ça rejoint les préoccupations bocage. Et il y a à l'heure actuelle possibilité de valoriser des bois, la production de bois de bocage en bois déchiqueté qui est utile en agriculture pour le paillage des stabulations, et sachant que les répicides, c'est ce qu'il y a de plus productif. Donc je pense qu'il y a moyen de nourrir à la fois les castors et puis de remplir des stabulations avec du bois déchiqueté, et que là les agriculteurs y verront peut-être leur intérêt. Enfin, ils commencent à y voir leur intérêt de toute manière, puisque c'est en train de un petit peu rentrer dans les mœurs, l'usage du bois déchiqueté tiré des haies et en particulier des répicylves qui sont très, très productives. Ouais. Si je peux prendre juste 30 secondes, et puis la difficulté que j'ai, ben là, en 20 minutes, vous résumez 10 ans d'investissement par rapport à un cours d'eau très particulier. J'ai l'impression d'être passé à côté de plein de choses pour permettre de bien comprendre la chose. Il n'y a pas d'arbres. Je vous le dis, il n'y a pas d'arbres. Voilà. Donc pour réfléchir à des plans de gestion bocagers, etc. Et si on met des arbres, le castor, les bectes, ou ne peuvent pas être mis en défend, parce que le suran charriant tellement de bois mort, de trucs d'embâcle, que toutes les protections sont défoncées, ça couche les branches. Donc voilà. Et donc pour sortir du lot quand même, le syndicat de rivière a enfin réussi à avoir la confiance d'un agriculteur maire qui a réussi à lui vendre, à lui acheter 10 mètres de berge pour pouvoir au moins renaturer une partie du suran, pour dire... Vous avez vu la gueule du suran, la première diapo. On a réussi à renaturer pour dire comment le suran pourrait être, en plantant en surdensité des arbres, des saules, sur un secteur où le castor n'était pas présent ou à la marge. Donc il va y avoir au moins 1 ou 2 ans de croissance des saules pour que quand le bestiole va arriver et qu'il va tout défoncer, ça va pouvoir rejeter. Mais voilà, il faut que le syndicat de rivière s'approprie cette problématique, renaturer de cours d'eau, d'avoir la confiance des propriétaires pour faire les premiers travaux exemplaires de restauration et replanter en surdensité, ce que nous, en tant que pompiers, tu as raison Raphaël, on ne peut pas faire. L'État a la solution, donc l'Adréal... Peut-être, oui. Eric Touvenot de l'Adréal. Et du coup, juste une expérience qui a été faite dans les Vosges, justement, c'était des zones de plantation comme ça pour servir de zone de nourrissage. Et comme on avait cette crainte-là, certains secteurs, ils ont été protégés. C'est-à-dire, au début, c'est des saules, enfin des petites boutures. Et certains, ils n'ont pas accès parce que ça a été clôturé, justement, pour permettre le développement de ces trucs-là. Et à côté, il a bouffé. Alors, c'est une solution un peu plus coûteuse, mais au moins, ça permet de valider quelques endroits. Et puis, voilà, a priori, ça ne marche pas là. Merci à vous deux pour cet exposé d'une situation particulière.